Ce soir au téléjournal, we are still not generating power at our normal capacity. l'Ontario demande d'économiser l'énergie, mais le retour au travail à Toronto se fera en métro. Marriage, in our understanding as a sacrament, is impossible. So now, my brothers and sisters, Les catholiques de Winnipeg sont invités à s'opposer au mariage gay. je voudrais que les politiciens prennent une position morale. 300 000 personnes privées d'eau à Bagdad. Les attentats se poursuivent en Irak. En direct du Centre de l'information à Montréal, le téléjournal avec Michaël Jean. Bonsoir, eh bien ce sera un lundi comme les autres à Toronto. Le métro devrait fonctionner normalement, mais ce n'est pas le cas des entreprises ni des services gouvernementaux. L'Ontario lance un appel à tous, consommer moins d'électricité car 3 jours après la grande panne, le réseau de distribution demeure fragile. Daniel Thibault raconta. Ce n'est pas tous les jours qu'un premier ministre décide de s'adresser directement à ses concitoyens. Ernie Eves a voulu féliciter les Ontariens pour la façon dont ils ont traversé la crise jusqu'ici, mais leur rappeler aussi que tout n'est pas encore revenu à la normale. We are still not generating power at our normal capacity. En fait, il faudra attendre jusqu'à la fin de la semaine avant que la production d'électricité ne soit revenue à un niveau normal. Entre-temps, la province demande aux Ontariens de faire encore un effort. N'utilisez l'énergie que pour vos besoins essentiels. Les grandes entreprises, elles, sont priées de réduire de moitié leur consommation de courant. Les 3 paliers de gouvernement prêcheront par l'exemple. Seuls les fonctionnaires dont le travail est jugé essentiel sont priés de se présenter au travail. If you work for the government, unless you are an essential service employee, please remain at home. À Toronto, ceux qui devront retourner au travail pourront le faire en métro. Après avoir interrompu ces liaisons durant 3 jours, la Commission des transports de Toronto pense pouvoir reprendre le service sans risquer d'interruption. En cas de délestage, les 40 sous-stations qui alimentent le système seront isolées du reste du réseau. On a travaillé ensemble avec le Toronto Transit Commission pour pouvoir assurer que les passagers n'auront pas de problème si on a des blackouts. North American Protocol. Quand tout sera revenu à la normale, Ernie Eves promet une explication à cette panne et fera tout en son pouvoir, dit-il, pour que ce genre de situation ne se reproduise jamais. And I will do absolutely everything I can to ensure that this does not happen again. Et à ceux qui ne prendraient pas son message au sérieux, le gouvernement rappelle qu'il manque toujours plus de 6000 mégawatts pour répondre à la demande normale. Sans une réduction importante de la consommation, les Ontariens devront donc s'attendre à voir leur électricité disparaître de nouveau. Daniel Thibault, Radio-Canada, Toronto. Et allons au Manitoba où l'Église catholique mène toute une croisade. À la demande de l'archevêque de Winnipeg, les prêtres ont encouragé les fidèles à la messe aujourd'hui à s'opposer au projet de loi fédérale sur le mariage entre les conjoints de même sexe. Alors ils font à nouveau appel, je cite, au sens moral des politiciens. Caroline Plante. Dimanche matin, à l'église catholique St. Peter's, la messe habituelle, mais aujourd'hui, dans son sermon, le père Morrissey adopte un ton plus politique. I urge you, contact your member of parliament. C'est que l'archevêque de Winnipeg a demandé à plus d'une centaine de prêtres dans la région de dénoncer publiquement les mariages gays. Dans une lettre qu'il a écrite pour l'occasion et qui a été lue dans toutes les églises catholiques de Winnipeg, l'archevêque dit aux paroissiens: je vous encourage fortement à communiquer avec vos députés fédéraux par téléphone, par courrier ou par fax. Nous vous fournirons leurs coordonnées. L'institution du mariage est en crise aujourd'hui parce qu'il y a des forces qui suppriment les institutions sociales. C'est pourquoi le père Morrissey a tenu à s'exprimer. Les mariages gays, selon lui, vont contre tous les principes religieux. Il espère donc que ses paroissiens répondront à son appel et qu'ils agiront. Après la messe, ils étaient plusieurs à discuter de son sermon. I think it's a way of getting them out to show how they feel about the situation.
l'Église fait bien d'encourager les gens à discuter de la question, dit cette dame. Je pense écrire une lettre que je vais envoyer à Ottawa, dit-elle. Je vais dire que je n'approuve pas des mariages gays. Mais cette députée fédérale dit avoir fait son choix depuis longtemps. Elle ne pense pas revenir sur sa décision. Pour moi, c'est une question d'égalité entre toutes personnes et je vais supporter le projet de loi proposé par le gouvernement libéral à Ottawa. Ailleurs au Canada, l'Église catholique prend un rôle tout aussi proactif. À Toronto récemment, on distribuait des feuillets d'information, appelant tous les catholiques à appuyer leur Église. Caroline Plante, Radio-Canada, Winnipeg. Un regard à l'actualité internationale maintenant. Les actes de sabotage se multiplient en Irak. Après un oléoduc hier, une importante conduite d'eau a été la cible d'un attentat aujourd'hui. Des centaines de milliers d'habitants de Bagdad ont été du coup privés d'eau courante. Une prison de la capitale a aussi été la cible de tirs au mortier. 6 détenus sont morts et on rapporte 59 blessés. Le compte-rendu de Guy Lapointe. Au moins 2 explosions ont secoué la tristement célèbre prison d'Abu Ghraib, à l'ouest de Bagdad. 6 prisonniers sont morts et une soixantaine ont été blessés, tous des Irakiens. Voici un prisonnier de guerre blessé par un de ses propres concitoyens, s'étonne ce médecin américain. Un caméraman palestinien au service de l'agence Reuters est aussi mort par balle en filmant la prison. Les difficultés s'accumulent pour les Américains et la population irakienne. Cet aqueduc a été saboté, privant 300 000 Bagdadis d'eau potable. Selon ce témoin, 2 hommes ont placé un sac sous l'aqueduc qui a explosé quelques minutes après leur fuite. Ailleurs en ville, un autre acte de sabotage serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux du ministère de l'Éducation supérieure. Près de Tikrit, l'ancien fief de Saddam Hussein, l'oléoduc qui transporte le pétrole vers la Turquie brûle toujours. Il ne reprendra du service que d'ici 2 semaines à 1 mois. Les autorités essaient de convaincre les Irakiens et surtout les chefs de tribus de coopérer. Sous Saddam Hussein, les tribus assuraient la sécurité des pipelines. Je demande à tous les Irakiens de contribuer à la sécurité des oléoducs. Nous ne pourrons qu'en profiter, explique un dirigeant du ministère irakien du pétrole. Ces actes de sabotage coûtent cher à l'économie irakienne, de l'aveu même des Américains. Le coût de la politique de sabotage est énorme pour le peuple irakien. À elle seule, l'attaque contre l'oléoduc de Kirkouk représente une perte de 7 millions de dollars par jour, explique Paul Bremer. D'autres attentats sont survenus ailleurs en Irak. Au sud du pays, à Bassora, un soldat danois a été tué dans un combat contre des pillards. Guy Lapointe, Radio-Canada, Montréal. D'ailleurs, la situation est tout aussi explosive en Afghanistan où 15 militants et 7 soldats gouvernementaux ont perdu la vie dans le sud-est du pays à la suite d'affrontements avec des centaines de combattants talibans. Car 20 mois après la chute du régime des talibans, eh bien, les membres de la milice continuent d'attaquer régulièrement la coalition américano-britannique. Et pendant ce temps, à la base de Guantanamo à Cuba, une centaine de prisonniers talibans sont toujours en attente de leur procès. Guy Tremblay. La base navale de Guantanamo, d'une superficie de 45 000 carrés, est la seule installation militaire américaine dans un pays communiste. Les États-Unis louent ce terrain à Cuba depuis exactement 100 ans cette année, un contrat plutôt étonnant qui a résisté à la révolution cubaine et à la crise des missiles de l'ère Kennedy en 1961. En 1964, Fidel Castro y a coupé l'eau potable et l'électricité. Qu'à cela ne tienne, les Américains ont rendu la base entièrement autonome. L'eau est dessalée sur place et une centrale produit toute l'électricité nécessaire. Guantanamo est une base navale stratégique constamment modernisée. Depuis le 11 janvier 2002, elle sert de prison aux combattants capturés en Afghanistan après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Appelée Tent City alors que les premiers prisonniers logeaient sous détente, on y a par la suite construit des installations permanentes constituées de cellules de 6 pieds par 8, offrant un confort minimal aux pensionnaires, ce qui a valu de nombreuses critiques aux Américains. On y dénombre maintenant 660 détenus originaires de 42 pays. Une centaine sont des talibans afghans et environ 500 de ces détenus sont des membres présumés du réseau terroriste Al-Qaïda, dont 150 sont d'origine saoudienne et 85 yéménites. Beaucoup de détenus sont très jeunes, certains sont même d'âge mineur.
L'armée américaine entend juger directement sur place ces prisonniers qui, à ce jour, ne savent toujours pas la nature des accusations qui seront portées contre eux. Washington les a étiquetés combattants ennemis illégaux, un qualificatif qui les soustrait aux yeux de l'administration américaine à la Convention de Genève concernant les prisonniers de guerre et notamment du droit automatique à un avocat. Parmi les 6 premiers détenus cités à procès directement par le bureau présidentiel de George Bush, on remarque 2 Britanniques et un Australien. Le journal britannique The Guardian soutient qu'une entente hors cour est déjà intervenue et que ces prisonniers vont se déclarer coupables d'activités terroristes, ce qui ferait l'affaire des États-Unis. Tous ne sont cependant pas traités sur le même pied d'égalité. Certaines ont pour ainsi dire que la très petite délégation de la Croix-Rouge pour s'assurer que la justice sera appliquée avec un minimum d'équité. Guy Tremblay, Radio-Canada, Montréal. Libéria, maintenant, les rebelles et le gouvernement libérien s'engagent à garantir la sécurité de tous les employés des organisations humanitaires à l'œuvre dans le pays. Et cette avancée significative survient alors que les négociations pour la formation d'un gouvernement de transition sont dans l'impasse. Les médiateurs ouest-africains qui participent aux pourparlers de paix ont en effet menacé de rompre les négociations si les rebelles n'abandonnent pas leur exigence d'obtenir la plupart des postes clés du futur Parlement. Le mandat du président Moses Black, qui a succédé le 11 août à Charles Taylor, doit théoriquement prendre fin le 14 octobre pour laisser place au gouvernement de transition. Il y a à nouveau un sursaut d'espoir pour la paix au Proche-Orient. Israël reconnaît que l'autorité palestinienne a accentué ses efforts pour contrôler les groupes extrémistes et confirme son retrait de 4 villes cisjordaniennes. Cela dit, des responsables israéliens et palestiniens se sont rencontrés aujourd'hui, mais ne sont pas parvenus à s'entendre sur les modalités du transfert de souveraineté. Les villes de Kalkilia et Jéricho devaient être remises aux autorités palestiniennes dès cette semaine, et l'armée israélienne quitterait Toul-Karem et Ramallah avant la fin du mois. Après un été marqué par la chaleur, la sécheresse et les feux de forêt, voilà que l'Europe est frappée par de violents orages qui provoquent de spectaculaires inondations. La région de Barcelone en Espagne a subi de très lourds dégâts. Le trafic ferroviaire a été interrompu et l'eau courante a été coupée à plusieurs endroits. En Catalogne, plusieurs villes ont été inondées par de fortes pluies. En Roumanie, des coulées de boue ont coûté la vie à 2 personnes dans la région de Bousteni, dans le centre du pays, alors qu'elles étaient parties marcher en montagne. 2 autres personnes sont portées disparues. Vous savez, la justice, 99% c'est avant le procès. Après la pause au téléjournal, plus d'argent pour les services d'aide juridique au pays. Alors là, je sais ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de vite, fait, bien fait, surtout de copieux. Alors on commence par un bol comme celui-là, j'adore les bols moi. Et ensuite, bien sûr, l'essentiel, les nouvelles céréales bleuets sauvages et amandes croquantes. Alors il y a même des petits bleuets qui ont été cueillis dans un buisson quelque part, des amandes et bien sûr des flocons croustillants. Alors on verse, on est généreux, on se gêne pas, hein. On rajoute une petite rasade de lait comme ça, voilà, sans prétention, et surtout, on goûte. Magnifique. Je vous regarde là, vous avez envie d'essayer, hein. Allez, voilà, hop, on y va, on se gêne pas. Leur métier. J'aime jouer des rôles qui sont loin de moi. J'aime beaucoup les choses risquées. J'aime beaucoup l'improvisation. Leur vie. Je rêvais d'être un joueur de hockey. Je me suis mis à boire. Je suis une femme aimée et j'aime une femme en mouvement. Leur confidence. Moi, je suis très fille. Je suis pas patient. Je suis très pudique. J'aime beaucoup du regard. De façon générale, j'ai dit à Simon de me regarder. Moi, j'aime ça rire de moi. Les stars se livrent à René au miroir. Viens voir les comédiens les samedis 20h sur Art TV. Vous voulez retrouver le plaisir de conduire? Rien qu'à mener ses routiers pour accorder la priorité aux sensations. Ne manquez pas l'événement annuel À vous de jouer de Mazda. Et obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 48 mois sur les MPV, Tribute et camionnettes de série B sans aucun paiement avant 90 jours. Aussi, faites l'essai de la toute nouvelle Mazda 6 2004. Profitez vite de l'événement À vous de jouer de Mazda. Il y a la maison et il y a le travail. Tu vas voir, ça va bien aller. Et puis, il y a un endroit... T'es prête pour servir ton premier client? Où on trouve un peu des deux. Joignez-vous à notre équipe dès aujourd'hui. En exclusivité à la Société Radio-Canada. Avec Philippe, tout le monde est content, je pense. Hein?
fédéral contribuera davantage au système québécois d'aide juridique. L'annonce en sera faite d'ici quelques semaines et c'est le ministre québécois de la Justice qui a vendu la mèche aujourd'hui lors du congrès annuel de l'Association du barreau canadien où le dossier de l'accès à la justice était justement au centre des discussions. Alexis Deschênes. Ronald Lepage travaille dans une usine de recyclage. Il gagne 300 $ par semaine. C'est trop pour avoir accès à un avocat de l'aide juridique et ce n'est pas assez pour se payer lui-même un avocat. Accusé de voies de fait graves, il doit se défendre seul. Ce que je trouve injuste, c'est que là, maintenant, je n'ai pas le droit d'avoir un avocat parce que je travaille. Mais il y a 20 ans, j'avais été arrêté. Puis j'avais droit à un avocat à l'aide juridique. Mais là, je comprends pas. Puis il y a 20 ans, vous gagnez quoi un peu plus que sur la minimum. L'admissibilité à l'aide juridique a été réduite lors des compressions de 1996. Résultat, en 1998, on a aidé 82 000 personnes de moins qu'en 1995. N'empêche, les Québécois sont parmi les mieux servis au Canada, selon l'Association du barreau canadien, qui presse d'ailleurs le gouvernement fédéral pour que le financement de l'aide juridique soit versé aux provinces dans une enveloppe distincte des autres sommes, afin de s'assurer que les provinces l'utilisent bien à cette fin. Le ministre de la Justice du Québec soutient cette idée, mais aujourd'hui, il a mieux à proposer. On va avoir une augmentation du budget d'aide juridique, une augmentation en provenance du fédéral, ce qui est bien reçu. Une augmentation de quel ordre? On va vous annoncer ça début septembre probablement. Pour nous donner une ordre, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur? Et c'est une augmentation intéressante. Mais le problème de l'accès à la justice persistera. Les coûts d'un procès ont doublé depuis 10 ans, selon le président de l'Association du barreau canadien, ce qui force de plus en plus de plaignants à se défendre seuls contre des avocats bien payés et bien préparés. Ce qui est en cause, en fin de cause, c'est le respect qu'a l'individu pour le système de l'État et le système de la justice. Alexis Deschênes, Radio-Canada, Montréal. Les victimes d'inondations dans les bois-francs se disent insatisfaites de leurs indemnisations. C'est que le décret provincial qui prévoit une somme de 12 millions de $ pour pallier le refus des assureurs de les indemniser ne couvrira que 50 à 75% de la valeur de leurs biens. Alors les citoyens blâment également la gestion du barrage Baudet de Victoriaville pour cette crue des eaux. Michel Bordelot. Pour les sinistrés, l'assemblée publique de vendredi a été décevante. Vous voulez oublier les 100 personnes qui ont été inondées à cause du barrage? Le ministère de la Sécurité publique et la ville de Victoriaville ont remis aux citoyens des formulaires de réclamation pour qu'ils puissent obtenir l'aide gouvernementale promise. Ils ont aussi fourni des éclaircissements sur le processus prévu par le décret. Une absence remarquée, celle du ministère de l'Environnement, que les victimes tiennent responsables des inondations. Le ministère aurait trop attendu avant d'ouvrir le barrage Baudet. On n'a rien entendu, puis qu'est-ce qu'on a lu dans le terre de chez nous, que c'est tout parfait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis on trouve ça un peu désolant, là, tu sais, quand on sait qu'il n'y a aucune gestion de ce barrage-là, c'est mal géré au bout, là. Ils disent qu'ils sont pas coupables, qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, mais j'aimerais pas voir le pire. Une rencontre publique avec les représentants du ministère de l'Environnement sur la gestion du barrage devrait avoir lieu dans les prochains jours. L'occasion rêvée de souligner son désarroi. Est-ce que ça va arriver encore, le barrage, qui va être mal géré? On va-tu se faire inonder? Ils vont-tu attendre qu'il y ait des morts avant de faire quelque chose? Pour le maire de Victoriaville, la démarche entreprise par le gouvernement est appropriée. On prend le temps, municipalité par municipalité, de présenter, d'écouter, de répondre à toutes les questions. On n'est pas bousculé par le temps et je pense que les gens ce soir partent au moins avec des amorces de réponse. La prétention de bien des sinistrés est que le gouvernement est entièrement responsable de leur malheur. Alors, dans ce cas, demande-t-il, pourquoi la compensation est-elle partielle? Une question que les tribunaux pourraient être appelés à trancher. Michel Bordelot, Radio-Canada, Victoriaville. Les internationaux de tennis féminin du Canada viennent de couronner à Toronto une nouvelle championne, la Belge Justine Henin-Ardenne. On constate, cela dit, que moins de spectateurs ont assisté au tournoi cette année encore. Plus que le strass, les installations inadéquates qui ont entraîné le forfait de nombreuses joueuses sont responsables de cette baisse de popularité. Joanne Pham. Plusieurs grandes vedettes du tennis étaient absentes. Pas de sœur Williams ni de Monica Seles. Même Jennifer Capriati a déclaré forfait. Une déception pour les spectateurs. Oui, certainement, mais quand même, on a vu
de très bons matchs hier. Disons, je m'attendais à voir les sœurs Williams, peut-être Capriati, mais dans l'ensemble, ça a avantagé les joueurs belges. 140 000 personnes sont venues sur le site. C'est 3 000 de moins que l'an passé et 9 000 de moins que lors du dernier tournoi des femmes à Toronto. Une foule toujours moins imposante qu'à Montréal. Tennis Canada compte sur la construction d'un nouveau stade de 45 millions de dollars pour attirer de nouveaux spectateurs dès l'an prochain. Le stade actuel, qui remonte à 1976, est jugé désuet. Our fans, our loyal customers, deserve to have a facility of equal standard as we do in Jarry. Fini les vieux coussins, le nouveau centre Rexall va avoir 2500 sièges de plus. L'idée d'éloigner le tournoi de l'Omnium des États-Unis pour ne pas épuiser les joueuses demeure toujours écartée par Tennis Canada. Il y a deux façons de le voir. Il y a une façon que oui, il est proche, il y a juste une semaine entre notre tournoi et le US Open. Sauf que de l'autre façon, c'est notre tournoi, c'est excellent parce qu'ils peuvent se pratiquer, se mettre en forme, puis ensuite ils ont une semaine de repos. De son côté, l'association de tennis féminin pourrait aussi réviser son système d'attribution des points pour forcer les joueuses à participer à plus de tournois, comme c'est le cas chez les hommes. Chouane Pham, Radio-Canada, Toronto. Restez avec nous dans quelques minutes. Annick Moulin se joint à nous pour la météo. À tout de suite. La promotion Pas d'acompte est actuellement en vigueur chez Sears. Utilisez votre carte Sears pour acheter de gros appareils ménagers, des ensembles matelas sommiers, des meubles ou des produits de rénovation installés. N'effectuez aucun paiement et ne versez aucun acompte, aucune taxe et aucun frais de livraison avant août 2004. Cette promotion vous est offerte en magasin, par catalogue ou en ligne à sears.ca. La promotion Pas d'acompte est actuellement en vigueur chez Sears. Venez chez Sears pour l'imaginer. OK, on s'en va. Nous, ils ont remarqué chaque fois qu'on vient pour partir, ils sont toujours avec d'autres beignes. Chocolat. Chocolat en plus. Mon seul point faible. Chez Tim Hortons, les beignes sont frais à toute heure du jour. Profitez de l'aubaine beignet pomme cannelle et un café à 1,69 $. Ça, c'est du Tim comme je l'aime. Je te le dis, je te jure, il va ressortir avec d'autres beignes. Juste à pas regarder en bouée. Regardez, facile à dire. Boston à l'érable. C'est mon seul point faible, ça. Comment on va l'appeler, ce bébé-là? Ah, désolé, madame, votre mari, c'est la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Tu vas pas manquer ça, hein? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Il est 3 heures du matin et voici un classique pour les oiseaux de nuit. Un Oreo à 2 crèmes. Bonne soirée, hein? Nouveau biscuit Oreo double délice, moitié crème au beurre d'arachide, moitié au chocolat. Pour de bonnes collations avec Oreo, craftcanada.com. Mardi, à l'île de Gildor. Je reçois pour vous JC Lauzon et son banjo magique, notre chef métro Solène, Bernard Fortin, Anne-Marie Cadieux et Lyndon Burry. L'île de Gildor, mardi 21h. Les gars, êtes-vous prêts pour une nouvelle saison de La Fureur animée par Sébastien Benoît? Les filles, êtes-vous contentes qu'Élise Marquis anime La Fureur cette année? La Fureur, c'est avec Sébastien Benoît et Élise Marquis et c'est à Radio-Canada dès septembre. Le fond de l'air est plus frais, il y avait de quoi s'inquiéter, mais Annick a réussi à faire sortir le soleil de sa réserve. Elle en a mis partout sur ses cartes. Vraiment partout. C'est de toute beauté génial, de voir ça. On va voir ça justement tout à l'heure sur les tableaux. Il y a encore, le dégagement est vraiment amorcé. Il y a encore quelques nuages, mais vraiment, là, pas la peine, presque pas la peine d'en parler. Il en reste entre autres au nord de Montréal, dans les Basses-Laurentides, autour de Québec et dans l'Estrie. Mais vraiment, ça va se dégager. Et demain, là, le soleil est là partout. Vous allez voir tout à l'heure. Michael Dame Nature vous a réservé ses plus belles prévisions pour votre dernier téléjournal. On va aller voir justement sur l'image satellite comment ça tournoie dans le ciel. Donc on le voit bien sur l'image, il y a une dépression dans les Maritimes et une autre qui longe la côte atlantique, mais cette dernière ne nous atteint pas et c'est bien tant mieux.
Dans le milieu de tout ça, il reste encore quelques nuages résiduels qui persistent au sud et au centre du Québec. Rien pour écrire à sa mère, on s'entend là-dessus. Et bonne nouvelle, le dégagement est amorcé. Demain, le soleil régnera en roi et maître partout, sauf dans les maritimes. On va aller voir justement en détail les prévisions. Dans les maritimes, ce soir et cette nuit, des possibilités d'averses partout. Il y a un avertissement, encore une fois, de pluie abondante et d'orage à Halifax. C'est maintenu. Attendez-vous là-bas à recevoir un 50 mm de pluie. Demain, c'est assez instable, plutôt couvert et des averses à Saint-Jean, les maximums de 18 et 21 degrés. Rimouski, Gaspé et Sept-Îles, c'est dégagé ce soir et ça se poursuit demain. Journée tout à fait lumineuse, maximum de 20 degrés. Au centre du Québec, passage nuageux. Demain, tous les nuages sont dissipés pour laisser la place au soleil, maximum de 24. C'est vraiment extraordinaire. C'est assez rare qu'on voit ça. À Montréal, en Mauricie et en Estrie, encore une fois, quelques résidus de cumulus là, ce soir, mais ça se dégage par la suite. Et demain, que dire de plus? L'image parle d'elle-même, les maximums entre 24 et 27 degrés. Dans le nord-ouest, le beau temps est déjà commencé et ça continue de plus belle demain. Soleil mur à mur, maximum de 24 et 26 degrés. Même scénario pour l'Ontario, c'est un ciel dégagé ce soir et demain. Pas une once de nuages à l'horizon. Les températures seront chaudes entre 25 et 31 degrés à Thunder Bay. Dans l'Ouest canadien, quelques passages nuageux ce soir et cette nuit. Et à Winnipeg, il y a quand même un risque d'averse et d'orage ce soir. Rien de grave, je vous assure. Dégagement par la suite. Demain, c'est beau partout. Un peu plus gris à Yellowknife et les maximums entre 18 et 32 degrés. Et finalement, à Coujouac et Iqaluit, quelques averses sont à prévoir demain. On s'en doute, c'est un peu plus frais là-bas. Michael, je veux vraiment vous souhaiter beaucoup de bonheur dans vos nouvelles tâches et vos nouveaux défis. Ce fut un bonheur pour ces quelques semaines que j'ai passées avec vous. Merci Annick, c'est charmant, merci. C'est réciproque. Eh bien voilà pour cette édition du Téléjournal. Au nom de toutes les équipes qui y ont participé, merci de nous avoir suivis. Eh bien moi, oui, je vous dis au revoir. C'était là mon dernier Téléjournal où j'ai beaucoup aimé vous informer. Rendez-vous à l'émission le midi à compter du 1er septembre. Au plaisir. Merci.